Fazar Abrar. Raja a accumulé assez de chefs d'accusation criminels pour passer 55 ans derrière les barreaux. Mais il n'a jamais purgé un seul jour. Pas un seul. Le système judiciaire danois a essayé, à plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises, il est sorti des tribunaux libres. À Copenhague, il l'appelait le chat. Voici l'histoire de la façon dont un homme a réussi à faire paraître tout un système judiciaire impuissant pendant 20 ans. De la menace envers ses avocats, à la manipulation du système judiciaire pour toujours. Voici l'histoire de l'ascension et de la chute du biker le plus dangereux du Danemark. Le Vesterbro. Au début des années 1990, Copenhague avait deux visages. Celui que le monde connaissait. Des canaux, des maisons colorées, des pistes cyclables, une social-démocratie si bien organisée que d'autres pays l'étudiaient comme un manuel. Cette Copenhague était réelle. Mais ce n'était pas toute l'histoire. L'autre visage était Vesterbro, un quartier ouvrier dans la partie ouest de la ville qui abritait le marché d'héroïne, à ciel ouvert, le plus actif du Danemark. Les dealers travaillaient dans les mêmes rues chaque jour. Le trafic était devenu la colonne vertébrale économique du quartier, et parmi ceux qui y avaient grandi se trouvait Fazar Abrar Raja. Sa famille était venue du Punjab, Pakistan, et s'était installée dans les logements sociaux au cœur de Vesterbro. Son frère aîné était entré dans le trafic d'héroïne en premier. Raja l'a suivi, mais là où son frère était un participant, Raja est devenu un architecte. La plupart des hommes dans ce milieu pensaient à la prochaine transaction. Raja pensait à la prochaine décennie. Il n'était pas principalement un dealer. C'était un organisateur. Les frères Raja ont construit des alliances avec chaque gang, chaque ethnie, chaque opération criminelle qui comptait à Copenhague. Et en peu de temps, chaque activité générant de l'argent sur leur territoire passait par eux ou leur répondait. Au début de la vingtaine, ils connaissaient tout le monde qui comptait dans le milieu criminel de Copenhague. Et tout le monde le connaissait. Mais plus on construit haut, plus on devient visible. Et au printemps 1997, quelqu'un a décidé que Fazar Raja était devenu suffisamment visible. Au printemps 1997, Raja est entré dans un immeuble en briques délabré à Vesterbro avec 3 associés yougoslaves. Dans un retournement soudain des événements, l'appartement a explosé. L'explosion l'a projeté dans l'escalier. Les brûlures étaient graves. Les cicatrices resteraient sur son visage pour le reste de sa vie. Les enquêteurs ont rapidement retrouvé Raja. Mais il avait une histoire simple. Il était venu récupérer son courrier et avait été pris dans une embuscade. Quelqu'un avait essayé de le tuer. Même les médias ont relayé cette théorie, présentant l'affaire comme une guerre de drogue au sein de la communauté pakistanaise, un conflit territorial qui avait dégénéré. Mais le monde criminel avait une autre version. Ce qui circulait dans le milieu clandestin de Copenhague, c'est que Raja lui-même avait versé le liquide inflammable et y avait mis le feu, en sous-estimant la vitesse à laquelle les flammes se propageraient. Ce n'était pas un homme qui avait été visé. Au contraire, c'était un homme qui avait failli se tuer lui-même en essayant d'éliminer quelqu'un d'autre. Personne n'a été inculpé. L'affaire n'a jamais été résolue. Mais cela a donné à Raja une réputation unique. C'était l'homme qui était sorti vivant d'une explosion avec le visage brûlé et qui avait continué à avancer. Vivant, bavard, rapide avec une blague. Et derrière tout cela, portant la preuve permanente de jusqu'où il était prêt à aller. 55 ans, 0 jour Raja et son frère, ainsi que 10 autres personnes, ont été inculpés dans le cadre d'une enquête nationale sur un réseau d'héroïne. La peine collective infligée au groupe totalisait 58 ans. À ce moment-là, le destin de Raja semblait scellé. Mais ce ne fut pas le cas. Dans une décision qui a choqué le tribunal, Raja a convaincu des experts médico-légaux et des juges de la haute cour qu'il se trouvait dans un état psychotique au moment des crimes. Selon la loi danoise, une personne qui commet un crime alors qu'elle est en état d'insanité ne peut pas être tenue pénalement responsable et ne peut pas être condamnée à la prison. Les juges ont accepté sa défense. Il est sorti libre tandis que ses co-accusés allaient en prison.
Si cela ne s'était produit qu'une seule fois, cela aurait déjà été remarquable. Mais Raja ne s'est pas arrêté là. Quand les accusations d'extorsion sont arrivées, il est sorti libre. Quand les accusations liées aux armes sont arrivées, il est sorti libre. Quand les accusations de menaces sont arrivées, il est encore sorti libre. Chaque fois, il entrait dans une salle d'audience avec la même défense. Chaque fois, il repartait sans avoir purgé un seul jour. Les forces de l'ordre danoises ont construit des dossiers contre lui pendant des années et les ont regardés s'effondrer devant les juges. Enquêteurs ont discrètement conclu que poursuivre Raja était une perte de ressources. Non pas parce qu'il était innocent, mais parce que l'écart entre l'arrêté et le condamné s'était révélé impossible à combler. Ce que personne en dehors de son cercle ne comprenait à l'époque, c'est que Raja n'avait pas été chanceux. Il avait été méthodique. Il avait étudié le système danois de défense psychiatrique comme d'autres hommes étudient un métier. Il savait exactement quoi dire, comment se comporter et où se trouvaient les failles du processus d'évaluation. Et il exploitait chacune d'entre elles. Au début des années 2000, les accusations contre Raja représentaient une peine cumulée de 55 ans. Il n'avait pas purgé un seul jour. Dans le monde criminel de Copenhague, ils avaient un nom pour lui. Le chat. Un homme avec 9 vies qui retombait toujours sur ses pieds. Mais ce qui allait suivre n'avait rien à voir avec les tribunaux, parce que les bandidos l'avaient observé, et ils le voulaient. Les bandidos entrent en scène. Au début des années 2000, Raja n'a pas été recruté chez les bandidos. Il a été choisi personnellement. La distinction était importante. Les recrues ordinaires passaient par le système des prospects, gagnant leur patch grâce à une loyauté démontrée pendant des mois ou des années. Raja a contourné ce processus parce que ce qu'il apportait au club n'était pas quelque chose que le système des prospects pouvait produire. C'était quelque chose que la direction du club avait immédiatement reconnu et voulu intégrer dans sa structure avant que quelqu'un d'autre ne puisse le revendiquer. Son réseau. À ce moment-là, Raja avait passé une décennie à construire des relations avec chaque opération criminelle importante à Copenhague. Il avait des contacts au sein de gangs qui étaient activement en guerre contre les Hells Angels, ce qui, dans le monde des bandidos, le rendait non seulement précieux, mais stratégiquement irremplaçable. Raja avait des liens solides avec chaque gang de la ville et des yeux et des oreilles partout. Mais ce n'était pas seulement son réseau qui rendait Raja attirant. C'était sa réputation de faiseur d'argent. Il était naturel, toujours entouré de figures puissantes qui le gardaient près d'eux parce que sa présence générait du profit. Et dans une organisation qui fonctionnait grâce aux revenus criminels, un homme qui produisait constamment de l'argent valait la peine d'être protégé. Cette protection venait du sommet. Michael Rosenvold, connu dans le club sous le nom de Cook, était le président européen des Bandidos. Dans la hiérarchie de l'organisation, c'était le plus haut rang en Europe. Et le Cook a étendu sa protection personnelle sur Raja dès le moment où il est entré dans le club. Cela signifiait que toute contestation de la position de Raja, toute tentative de le retirer ou de le discipliner, devait d'abord passer par Rosenvold. Le pont Raja avait 37 ans lorsque la confiance des bandidos envers lui a commencé à se fissurer. Il traversait le pont de l'Øresund entre le Danemark et la Suède lorsque la police a arrêté sa voiture au péage. Ce qui avait commencé comme une simple filature était devenu tout autre chose. Lorsque les agents ont ouvert le coffre, ils ont trouvé 36 kg d'amphétamine. Lorsqu'ils ont fouillé son appartement, ils ont trouvé un registre, manuscrit, méticuleux, documentant la collecte et la redistribution d'un total de 160 kg de drogue, avec des noms, des quantités et des dates écrits de la propre main de Raja. Le registre à lui seul suffisait à envoyer une douzaine de membres importants des bandidos en prison. Le procureur a demandé 16 ans pour Raja. Il a avoué. Mais l'aveu n'était pas l'histoire. Ce qui s'est passé derrière les portes closes après l'aveu était l'histoire. Lors d'un interrogatoire à huis clos, loin du tribunal et loin du club, Raja a commencé à fournir des détails sur le réseau qui avait fourni l'amphétamine. Il n'a pas nommé Arash Hamadani directement. Il faisait attention à cela. Mais les détails qu'il a fournis étaient suffisamment précis
pour que les enquêteurs reconstituent eux-mêmes l'identité. Hamadani était un membre puissant du chapitre Bandidos de Nestved, l'un des chapitres les plus puissants de toute l'organisation danoise. Une fois que les enquêteurs ont obtenu son nom, le dossier contre lui a avancé rapidement. Il a été condamné comme chef du réseau d'amphétamines et envoyé en prison. L'effet en chaîne a été immédiat. Les membres haut placés des Bandidos sont tombés les uns après les autres, alors que le registre et l'interrogatoire progressaient dans le système judiciaire danois. Des chapitres qui se croyaient intouchables avaient soudainement des sièges vides autour de leur table. Et à l'intérieur de ce qu'il restait des Bandidos danois, une question a commencé à circuler avec une urgence que personne ne pouvait ignorer. Qui a parlé? Guerre civile. La réponse à cette question est arrivée sous la forme d'une lettre. Elle a été envoyée à chaque chapitre Bandidos en Europe. Le message était direct et accablant. La direction nationale est infestée et pourrie jusqu'à l'os. Raja était désigné comme l'informateur. Le Cook était accusé de le savoir et de le protéger malgré tout. La lettre se terminait par une déclaration qui ne laissait aucune place à la négociation. « Nous préférons mourir debout que vivre à genoux ». Ce qui a suivi fut ce que les journalistes spécialisés dans les bikers danois ont décrit comme une guerre civile au sein des Bandidos. Cela a commencé par une attaque incendiaire contre un clubhouse des Bandidos, puis un coup de couteau, puis plusieurs fusillades visant des membres du chapitre de Nestved. Les chapitres de Nestved et Roskilde ont pris une décision. Ils ont quitté complètement le club et ont formé une nouvelle organisation appelée Westside Nation. D'anciens frères sont devenus des ennemis jurés du jour au lendemain, sans période de transition et sans aucun canal diplomatique entre eux. Le Cook a décidé de protéger Raja. Il a résisté à toutes les tentatives de la faction emprisonnée d'Hamadani d'expulser Raja du club avec déshonneur. Cette résistance a permis à Raja de rester dans le club, mais elle a approfondi la fracture. La guerre ne concernait plus seulement un informateur. Elle concernait la question de savoir si la direction nationale pouvait encore être digne de confiance. La violence s'est intensifiée tout au long de 2012 et jusqu'en 2013. Puis elle s'est arrêtée, non pas par négociation ou épuisement, mais à cause d'une seule erreur catastrophique. Un sniper a tiré à travers une porte de balcon. La balle a tué un homme de 22 ans, assis chez lui en train de regarder la télévision. La cible visée était son frère aîné, un ancien bandido qui avait rejoint Westside Nation. Mais le tireur s'était trompé d'appartement. Cette erreur a stoppé la guerre là où des mois de fusillades et d'agressions au couteau n'y étaient pas parvenus. Arash Hamadani, toujours en prison, a accordé une interview télévisée peu après. Il a qualifié le conflit d'énorme malentendu et a demandé à la faction Westside Nation de déposer les armes. La guerre s'est terminée presque immédiatement. Le propre récit de Raja concernant la situation à Nestved, donné des années plus tard devant une caméra cachée, a complètement recontextualisé l'épisode. Il a affirmé que le Cook l'avait envoyé à Nestved délibérément, avec une instruction précise de briser le chapitre parce qu'il était devenu trop puissant au sein de l'organisation danoise. Ce qui ressemblait à un informateur semant le chaos avait été, selon Raja, une manœuvre calculée de la direction nationale pour démanteler un chapitre qui menaçait son contrôle. Que cela soit vrai ou qu'il s'agisse d'une histoire inventée par Raja pour se protéger, seul le Cook le savait. Et le Cook ne parlait pas. L'hôpital. La guerre civile avait coûté cher aux Bandidos. Mais Raja s'en est sorti comme il s'était sorti de tout le reste. Lorsque son affaire est finalement arrivée au stade de la condamnation, la défense psychiatrique qui avait fonctionné de manière si fiable tout au long de sa carrière a encore fonctionné. Au lieu d'une cellule de prison, Raja a été condamné à un internement dans un hôpital psychiatrique à Roskilde. L'évaluation officielle du médecin-chef le décrivait comme généralement amical et coopératif. Aucun signe d'abus de drogue, aucune activité suspecte, des progrès significatifs. Le médecin est allé encore plus loin en recommandant au tribunal d'envisager de lever complètement la mesure. Ce qui se passait réellement à l'intérieur de cet établissement racontait une histoire totalement différente. La drogue circulait librement dans le service.
Raja a plus tard décrit des relations sexuelles avec des infirmières. Il recevait régulièrement des sorties sans surveillance qui le conduisaient directement au clubhouse des Bandidos. Un patient psychiatrique sous internement ordonné par la justice, entrant et sortant régulièrement de l'une des organisations criminelles les plus surveillées du Danemark, avec la bénédiction de l'institution chargée de le garder. En 2015, lors de l'une de ses sorties, Raja a agressé un avocat connu en public, criant des menaces, se jetant en avant, nécessitant une intervention physique pour être arrêté. Il a été arrêté, ramené devant le tribunal. Le même médecin-chef est apparu avec la même évaluation élogieuse des progrès et du comportement coopératif de Raja. L'agression d'un avocat en plein jour a entraîné une suspension de 2 mois de ses privilèges de sortie. Mais l'hôpital n'était pas l'endroit où la véritable histoire se développait. Depuis l'intérieur de cet établissement, Raja dirigeait une entreprise de construction. À l'été 2020, ses dettes impayées avaient atteint près de 10 millions de couronnes et le procureur de l'État a décidé d'agir contre lui. Raja s'est présenté au tribunal pieds nus. Il a présenté l'homme à côté de lui comme son tuteur et a expliqué au juge qu'il avait donné son MID, le système d'identité numérique danois, à quiconque le demandait. Il n'avait aucune idée de qui dirigeait l'entreprise en son nom. Il était simplement un patient, un homme malade. Le juge l'a cru. Le tribunal a interdit à Raja de lancer de nouvelles entreprises. 2 mois avant cette décision, Raja avait déjà enregistré une nouvelle société. Cette fois, il avait installé un homme de paille comme directeur, une vraie personne dont le nom et l'identité servaient entièrement de façade sur le papier, pendant que Raja dirigeait tout dans l'ombre. Des millions ont commencé à affluer presque immédiatement. Et pendant un temps, le système a fonctionné exactement comme prévu. Mais la banque a remarqué quelque chose. Une série de transferts suspects de plusieurs millions de couronnes a déclenché une alerte automatique. Les comptes ont été gelés. Environ 8 millions de couronnes bloquées. La police a été avertie. Et l'homme de paille, confronté à des enquêteurs qui posèrent des questions sérieuses, a commencé à parler. L'homme de paille. Lorsque Raja a découvert que son homme de paille coopérait avec les enquêteurs, il n'a pas appelé un avocat. Il a appelé ses associés. Ce qui s'est passé ensuite a été documenté en détail par le directeur lui-même lors de réunions avec son propre conseiller juridique. Raja et ses hommes ont emmené le directeur dans un sous-sol. Là, ils l'ont fouetté avec des sangles en caoutchouc. Ils ont appuyé une perceuse électrique en marche contre sa jambe, tout en lui faisant clairement comprendre ce qui arriverait s'il continuait à parler à la police. Mais les menaces ne se sont pas arrêtées au directeur lui-même. Raja a nommé ses enfants, il a donné leurs adresses, il a décrit précisément ce qui leur arriverait, ainsi qu'à tous ceux que le directeur aimait, si la coopération continuait, entre la ceinture et sa gorge, avant que la pression ne devienne mortelle. Le directeur est allé voir son avocat. Il s'est assis et a tout raconté. Le sous-sol, les sangles, la perceuse, les noms de ses enfants prononcés à voix haute par un homme qui voulait lui faire comprendre qu'aucune partie de sa vie n'était hors de portée de Raja. Pendant que cette réunion avait lieu, Raja a frappé à la porte de l'avocat. L'avocat a immédiatement appelé la police. Ce qui a suivi aurait dû être la fin. La piste financière était documentée. Le témoignage du témoin était détaillé et précis. Les forces de l'ordre danoises avaient là plus de preuves contre Raja qu'elles n'en avaient jamais réunies en un seul endroit. Mais Raja avait encore une dernière carte à jouer. Grâce à son avocate corrompue, Lisa Ruland, Raja avait obtenu une clé USB contenant l'intégralité de l'enquête policière. 1600 pages de documents sensibles. Chaque déclaration du témoin faite par l'homme de paille. Chaque élément de preuve que l'accusation comptait utiliser. Raja savait ce qui arrivait avant même que cela n'arrive. Le procureur a finalement abandonné l'affaire. Raja est ressorti libre. C'est à ce moment-là que la police danoise, en examinant l'historique accumulé d'un homme qu'elle poursuivait depuis 2 décennies, est arrivée à un chiffre difficile à comprendre. Les accusations contre Raja tout au long de sa carrière criminelle représentaient une peine potentielle cumulée de 55 ans. Le temps qu'il avait réellement passé en prison était de 0 jour.
ils avaient déjà un nom pour lui, le chat. Mais après l'affaire de l'homme de paille, même cela semblait insuffisant, parce qu'un chat a 9 vies, et Raja semblait en avoir bien plus que cela. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que le prochain chapitre ne se déroulerait pas dans une salle d'audience danoise. Il se déroulerait au Pakistan, et il se terminerait par un homme mort et un appel téléphonique depuis la Mecque. Pakistan Raja avait des racines au Pakistan qui allaient au plus loin que la famille. Ses connexions là-bas étaient du même type que celles qu'il avait construites à Copenhague. Des relations avec des gens opérant en dehors de la loi, dans un pays où la loi fonctionnait différemment dès le départ. Et lorsqu'un procès au Pakistan menaçait de devenir la seule chose que les tribunaux danois avaient constamment échoué à produire, Raja s'y est rendu pour régler le problème personnellement. Le procès comportait la possibilité d'une lourde peine de prison devant un tribunal pakistanais. Pour un homme qui n'avait jamais passé un seul jour derrière les barreaux au Danemark, la perspective d'une condamnation pakistanaise représentait un type de menace totalement différent. Les prisons pakistanaises n'étaient pas des hôpitaux psychiatriques danois. Il n'y aurait pas de médecin-chef rédigeant des évaluations élogieuses, pas de sortie vers les clubhouses, pas de millions transitant par des sociétés écrans depuis une chambre d'hôpital. Raja avait besoin que le problème soit réglé avant que le procès ne puisse aboutir à un verdict. À ce moment-là, une chaîne de télévision danoise appelée TV2 menait depuis des mois une opération sous couverture, utilisant une femme nommée Amira Smajic comme point d'accès au monde de Raja. Amira était une professionnelle du droit qui avait passé des années à agir comme intermédiaire criminel, reliant gangs de bikers, avocats corrompus et hommes d'affaires légitimes dans des systèmes de blanchiment d'argent. Elle avait accepté de coopérer avec TV2, enregistrant secrètement ses interactions avec Raja et le réseau qui l'entourait. Lorsque TV2 a reçu des informations suggérant que Raja avait l'intention de faire taire un témoin dans le procès pakistanais, ils ont immédiatement contacté la police danoise et transmis ce qu'ils savaient. Raja a invité Amira à regarder via vidéo en direct pendant qu'il, selon ses propres mots, réglait son problème pakistanais. Puis il est parti à la Mecque pour un pèlerinage. Lorsqu'il est revenu, il a appelé Amira avec une mise à jour. Le problème avait été résolu. Une crise cardiaque soudaine, a-t-il dit, avait éliminé le témoin. La police danoise avait été alertée avant la mort de l'homme. Il est mort quand même. Aucune accusation n'a jamais été déposée en lien avec ce décès. La crise cardiaque a été enregistrée comme une mort naturelle. Raja est retourné au Danemark après avoir effectué un pèlerinage religieux, tout en ayant vu un problème judiciaire disparaître simultanément. De retour à Copenhague, il a découvert que Lisa Ruland et Amira avaient essayé de fermer son entreprise pendant son absence, inquiète que les enquêteurs gouvernementaux commencent à examiner ses finances de trop près. Raja n'a pas apprécié cela. Il leur a fait connaître ses sentiments à toutes les deux dans des termes laissant peu de place aux malentendus. Lisa Ruland, l'avocate qui avait facilité pendant des années ses opérations de blanchiment d'argent et lui avait remis une clé USB contenant 1600 pages de preuves policières, n'était pas à l'abri de sa colère. Amira non plus, qui a peu après reçu une menace directe contre sa vie lorsqu'elle n'a pas réussi à obtenir un permis de résidence danois pour la fille de Raja. L'homme qui avait survécu à une explosion, quitté des tribunaux avec l'équivalent de 55 ans d'accusation. Prøv at høre, hvad jeg siger til dig. Hvis det med min datter ikke også, det ikke er i orden i dag. Det er i orden. Det er din sidste advarsel, tro mig. Og min datter ikke. Jeg knuser dig med min bare hænder. Diriger un empire criminel depuis un hôpital psychiatrique et vu un témoin mourir au Pakistan, menaçait désormais les deux femmes qui connaissaient au mieux ces opérations que quiconque encore vivant. C'était le genre de décision qui ne pouvait se terminer que d'une seule façon, parce qu'Amira enregistrait toujours tout. Le Cygne Noir. Le documentaire a été diffusé à la télévision danoise sous le nom de Den Sorte Svan, le Cygne Noir. Il avait été rendu possible grâce à 2 années d'enregistrement par caméra cachée, un informateur infiltré à l'intérieur du réseau de Raja et Amira Smajic, qui avait passé des années comme intermédiaire criminel avant de décider de coopérer avec les journalistes de TV2 et de documenter tout ce qu'elle avait vu et auquel elle avait participé.
L'accès obtenu par le documentaire était extraordinaire. Non pas parce qu'il montrait des criminels faisant de vagues références à des activités illégales, mais parce qu'il les montrait expliquant, avec des détails opérationnels précis, exactement comment fonctionnait de l'intérieur l'infrastructure criminelle des clubs de bikers les plus puissants du Danemark. Les mécanismes étaient précis et accablants. Amira a expliqué devant la caméra comment elle connectait les criminels au système financier danois grâce à la fraude carrousel à la TVA, aux usines à factures et au faux montage de prêts. Un criminel livrait 150 000 couronnes en espèces générées par des activités illégales. En retour, 1 million de couronnes d'argent propre étaient transférées vers un compte bancaire, déguisé en transactions commerciales légitimes ou en prêts. Le ratio variait. Le principe ne changeait pas. L'argent sale entrait dans le système et l'argent propre ressortait de l'autre côté, prêt à acheter des propriétés, financer des entreprises ou simplement exister sur un compte bancaire, sans déclencher d'enquête. Le documentaire a également exposé le déversement illégal de déchets de construction contaminés. Des matériaux contaminés au PCB provenant de sites de démolition étaient faussement classés comme terres propres, afin d'éviter le coût important d'une élimination environnementale appropriée. Raja aurait prévu de démolir un ancien bâtiment d'école de langue à Holbæk, où un rapport environnemental avait identifié une contamination au PCB. Les enregistrements capturaient des conversations sur la manière de mal classifier les déchets et où les déposer sans être détectés. Des membres de gangs de bikers apparaissaient dans les enregistrements comme collecteurs de dettes, décrivant comment les personnes qui ne remboursaient pas leur argent étaient emmenées dans des forêts ou des endroits isolés, où la combinaison de l'isolement et de la compagnie dans laquelle elles se trouvaient produisait le résultat souhaité sans nécessité de menaces explicites. Et au centre de tout cela se trouvait Raja lui-même. Devant les caméras cachées, il était exactement ce que les gens qu'il avait rencontrés avaient toujours décrit. Vivant, à l'aise, faisant des blagues sur la manipulation des juges, expliquant sa stratégie de défense psychiatrique avec l'assurance détendue d'un homme décrivant un modèle économique qu'il avait perfectionné pendant des décennies. Le visage brûlé et les manières faciles réunies créaient des images profondément dérangeantes précisément parce qu'il ne semblait pas jouer un rôle. Il était simplement lui-même. Lorsque les journalistes de TV2 ont contacté Raja au sujet des enregistrements, sa réponse a été directe. Il avait menti, a-t-il dit, pour manipuler les personnes avec qui il parlait. Rien de tout cela ne reflétait la réalité. Les conséquences du documentaire ont été immédiates et considérables. Lisa Ruland a fui le Danemark et traversé le détroit vers la Suède pour échapper à l'attention médiatique. Le Conseil du barreau danois a déposé une plainte contre elle pour possible blanchiment d'argent et violation du secret professionnel, avant d'aller plus loin en lançant une procédure visant à lui retirer définitivement son droit d'exercer le métier d'avocat. Sa villa, d'une valeur de 7 millions de couronnes, a été saisie par les autorités. Amira a été condamnée à 3 mois de prison ferme plus 15 mois avec sursis pour falsification de documents, vol et fraude aggravée. Elle est entrée dans la clandestinité. Dans une rare interview, elle a décrit sa vie après le documentaire comme totalement transformée. Aller faire des courses était devenu un risque calculé, a-t-elle déclaré. Et cela le resterait probablement pendant longtemps. Nikolai Dir, un avocat qui apparaissait également dans le documentaire, a été licencié par son employeur et a rendu son certificat d'exercice. Il ne peut plus exercer comme avocat. Le conseil disciplinaire a été invité à envisager une interdiction permanente. Martin Malm a reçu une interdiction de faillite de 3 ans pour conduite commerciale gravement irresponsable. Le comptable Poulmart a été interdit d'audit pendant 3 ans, la plus longue interdiction jamais prononcée par le Conseil, pour avoir validé les états financiers de 2 sociétés liées à Raja qui ont ensuite fait faillite. Raja lui-même a été arrêté en octobre 2024 lors d'une opération policière coordonnée, inculpé pour agression, menace et criminalité financière organisée, placé en détention provisoire, libéré après 1 mois lorsque l'accusation a déterminé qu'il ne pouvait plus influencer l'enquête en cours.
Après sa libération, Raja a publiquement partagé des détails sur sa destination de vacances. Le Parti populaire danois a répondu en proposant officiellement que sa citoyenneté danoise soit révoquée. La proposition a été portée devant le Parlement. Si elle est adoptée, Raja sera expulsé définitivement du pays où sa famille s'était installée des décennies plus tôt lorsqu'elle était arrivée du Punjab, Pakistan, et avait fait des blocs de logements sociaux de Vesterbro leur foyer. L'homme, qui avait construit un empire dans ce quartier, survécu à une explosion, manipulé le système judiciaire danois pendant 2 décennies, dirigé une opération criminelle depuis un service psychiatrique et vu un témoin mourir au Pakistan, attendait désormais de savoir si un vote parlementaire supprimerait la dernière chose le reliant au pays où tout cela s'était produit. Le Shah Raja avait fait face à des accusations représentant 55 ans de prison sans jamais purger un seul jour. Il avait survécu à une explosion qui avait laissé des cicatrices permanentes sur son visage. Il avait dirigé un empire criminel depuis un hôpital psychiatrique. Il avait vu un témoin mourir au Pakistan avant de rentrer via la Mecque. Il avait menacé des avocats, torturé un homme de paille dans un sous-sol et souri devant des caméras cachées, tout en expliquant exactement comment il avait fait tout cela. Et il était toujours libre. Les Bandidos, le club qu'il avait autrefois placé sous la protection personnelle de leur président européen, attendaient une décision de la Cour suprême danoise sur la question de savoir si leur interdiction nationale deviendrait permanente. Le cook, Michael Rosenvold, avait pris ses distances avec Raja dans une déclaration écrite adressée à TV2, affirmant qu'il ne lui avait jamais accordé de traitement spécial et qu'il s'était en réalité opposé dès le début à son entrée dans le club. Raja a quitté les Bandidos après la diffusion du documentaire. Il est brièvement devenu prospect chez les Hells Angels. Il n'est actuellement affilié à aucun des 2 clubs. Il attend son procès au Danemark. Il nie tout. Dans le monde criminel de Copenhague, ils l'appellent encore le Shah. Un homme avec 9 vies qui n'est jamais mal retombé. Mais même les chats, avec suffisamment de temps et suffisamment de chutes, finissent par manquer de vie. La question de savoir si ce moment est enfin arrivé devra être tranchée par un tribunal danois. Mais que se passe-t-il lorsqu'une fraternité construite sur des blessures coloniales et un seul sang devient l'empire de motards le plus redouté de l'histoire européenne, force les gouvernements de tout un continent à réécrire leurs lois et ne peut toujours pas être arrêté? Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir comment tout cela s'est déroulé.